Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné d'un super panel de Ciblex pour un sujet particulièrement intéressant, en l'occurrence, la reconversion, c'est-à-dire de passage de personnes qui ne sont pas ou formées en cyber vers le monde cyber. Fait que je vous demanderai de vous présenter court au début pour présenter votre nom et votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Et ensuite, on va foncer dans qu'est-ce que vous a amené à changer. Je commencerai à gauche avec Antoine. Puis, je m'appelle Antoine Vacher. Dans la vie d'avant, j'étais ingénieur télécom réseau de formation. J'ai travaillé dans l'aéronautique pour les fabricants d'avions, sur des essais de systèmes embarqués, sur des analyses d'incidents en compagnie, avant de faire ma reconversion. Et maintenant, je suis pentester du coup chez Ciblex. Donc moi, c'est Florian Guyot. Donc j'étais ingénieur en conception automobile. Donc, principalement mécanique, tout ce qui est pièces automobiles qu'on retrouve dans les moteurs, les systèmes anti-pollution, toutes ces choses-là. Et donc j'ai fait ma reconversion et maintenant je suis aussi pentester dans l'équipe avec Antoine. Alors moi c'est Charlotte Trudel, donc de formation je suis en formation en mécanique et automatisme industriel, vraiment la fabrication, la conception de lignes de production pour les grosses industries. J'ai fait ensuite un gros bout de temps par opportunisme dans le bâtiment en tant que conductrice de travaux et j'ai ensuite fait une reconversion dans la cybersécurité. Je suis maintenant consultante gouvernance risque et conformité chez Ciblex. Et bonjour Loïc, donc Julien Alsarias. Alors moi j'ai été pendant une quinzaine d'années ingénieur spécialisé dans l'acoustique du bâtiment. Donc j'ai travaillé avec des architectes, d'autres corps d'État, à la construction et à la correction acoustique des bâtiments pour différentes problématiques, bruit de voisinage, isolement de façade, acoustique interne, voilà, sur plein de types de bâtiments. Je fais que ça, j'ai fait qu'une boîte, et puis j'ai fait une reconversion qui m'a emmené jusque chez Ciblex aujourd'hui, où je suis pentester comme Antoine et Florian. Voilà. C'est super intéressant et d'ailleurs vous avez 4 profils très différents de vos origines. C'est intéressant de vous voir atterrir en cyber, dont 3 en plus en pentest d'ailleurs, une plus en gouvernance. Donc ça amène quand même des regards très différents. Et ma première question par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à reconvertir en cyber? Parce que je veux dire, de ces profils-là, je vois pas de lien facile et clair entre votre vie antérieure et la cyber. Et qu'est-ce qui vous a amené là et pourquoi vous êtes arrivé dans cet univers-là? Je peux commencer si vous voulez. Moi, j'ai toujours été un profil très technique et qui aime comprendre comment marchent les choses et voilà. Et du coup, dans l'aéronautique, c'est super. J'ai appris comment marchaient les systèmes d'un avion. C'est vaste, c'est compliqué, mais en 10 ans, voilà, j'ai à peu près compris comment marchait un avion de manière générale. Et c'est des technologies qui évoluent très lentement par rapport. Voilà, la durée de vie d'un avion, c'est plusieurs dizaines d'années. Voilà, les technologies évoluent lentement. J'avais fait un peu le tour de ça. Donc plus trop de challenge technique de mon point de vue. Et les perspectives d'évolution étaient plus sur du management, de la gestion de projet, etc. Ce qui est pas vraiment ce que je cherche. Et dans la cyber, en particulier dans les aspects techniques comme le pentest, pour le coup, là c'est beaucoup de challenges techniques permanents. Et ça m'a intéressé. En plus, bon, l'aspect fun, on va pas se le cacher, d'attaquer des trucs sans risquer d'aller en prison, ça c'est chouette. C'est passé à ça plusieurs fois, tu peux le faire. Non, j'ai toujours un papier autant. Je peux enchaîner si vous voulez. Alors moi, c'est un mix de plein de choses en fait. C'est la passion pour l'informatique que j'ai depuis que je suis ado, quoi. Voilà, pour les logiciels libres, l'auto-hébergement, des choses comme ça. La sécurité qui est arrivée un petit peu après, où je me suis mis à faire les challenges sur Route.me, et puis ça m'a vachement plu. Et puis petit à petit, j'ai passé tous mes soirs et week-ends, donc bon, ça m'a fait me poser quelques questions. Et en parallèle, le boulot un peu comme Antoine qui devenait moins challengeant, quoi. Mon cerveau était un petit peu en roue libre, en fait, il était un petit peu sur off. Je faisais mon travail pas trop mal, je pense, au bout de 15 ans, mais voilà, je le faisais quasiment automatiquement.
Et quand j'ai commencé à me remettre le cerveau en tête avec ces challenges sur Rootme et tout, ça a fait boule de neige. Et après une longue période de réflexion, de doute, on reviendra peut-être dessus après. Je me suis lancé dans la reconversion et voilà, donc beaucoup la passion finalement qui est arrivée petit à petit et qui m'a convaincu de me lancer, quoi. Voilà. Alors moi le pourquoi, je pense que ça reprend un petit peu comme Antoine et Julien. Alors pour le coup c'est l'inverse d'Antoine, j'avais un poste qui était plus sur du management, de la gestion d'équipes, de projets, etc. avec des équipes plus ou moins grandes. J'avais pas du tout l'aspect technique sur ces parties-là. Par contre j'ai découvert aussi les challenges. Alors pour le coup c'est pas Rootme, c'est son ancêtre New Bike Contest pour le coup où j'ai pu découvrir les challenges sur cette plateforme-là. Et en fait, ça a commencé par des petites épreuves de logique pour s'amuser et puis aller de plus en plus loin, aller sur de plus en plus de techno, découvrir à quel point c'est vaste. Donc j'ai découvert la cyber comme ça, découvrir la communauté aussi, parce que j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là justement des gens qui étaient dans l'écosystème cyber. Et pour le coup, aller faire des hacks à Paris ou ce genre de choses, les nuits du hack à l'époque, j'ai découvert vraiment un écosystème et une communauté. Donc plus, du coup, je suis rentrée sur les aspects techniques. Et à force, du coup, d'y passer beaucoup de temps, je me suis dit, par opportunisme et par envie, pourquoi pas en faire mon métier, parce que pareil, un boulot qui me challengeait plus beaucoup intellectuellement. Et se dire que dans la cyber, pour le coup, il y a tellement de choses à apprendre sur tous les pans et toutes les activités tout en étant dans le secteur de la cyber que pour le coup c'est vraiment pour le challenge et je crois que j'ai découvert du coup ce qui me convient pour pas mal de temps. Je devrais être occupé quelques temps. Donc moi sur le pourquoi, je suis plutôt comme Antoine. J'étais sur un poste très technique à la base en sortie d'école d'ingénieur. Et en tant qu'ingénieur, les évolutions en fait étaient plus managériales ou management de projet ou d'équipe. Et c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Et donc en parallèle de ça, j'avais toute la partie donc passion de l'informatique. Donc j'ai commencé sur des challenges aussi, plus sur du reverse. Moi j'étais sur les crack me, ce qu'on appelle. Donc ça remonte maintenant il y a au moins 15 ans. Et après, je suis parti sur du bug bounty. Donc, au moment où je me suis dit que j'allais faire la reconversion, je me suis mis à fond sur les bug bounty. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le web, des choses qu'on fait beaucoup aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais me reconvertir dans quelque chose de très technique et qui peut rester technique pendant plusieurs années sans avoir besoin de faire de management. Je constate que la part du management a été un motivant assez important à la reconversion. Et oui, effectivement, la cyber permet de travailler dans les deux mains d'elle, les mains dans le cambouis, pendant longtemps sans avoir heureusement ou malheureusement ne pas toucher un poste de gestion, un poste de management. Au passage, Julien, tu faisais référence à des doutes, puis j'imagine un peu chacun, vous avez eu aussi un parcours de réflexion qui vous a mené à arriver là, puis justement qui n'est pas nécessairement linéaire. Donc, j'aimerais ça vous entendre un peu, savoir les réflexions que vous avez amenées avant de faire le passage et faire le saut, qu'est-ce qui est déclenché et qu'est-ce qui vous retenait avant de faire le saut? Oui, je pense qu'on était tous à peu près dans ce qu'on appelle notre zone de confort, quoi. Donc voilà, un métier qu'on maîtrise au bout de quelques années. Bon, peut-être un peu moins. Peut-être que je l'ai déjà changé une fois, mais donc c'est difficile pour beaucoup de gens de sortir de cette zone de confort selon les caractères. Pour moi, c'était particulièrement difficile, même si mon métier, je l'aimais plus spécialement, mais bon, il me déplaisait plus. Il y avait quand même des aspects positifs. J'aimais beaucoup plein de collègues. Voilà, j'ai même rencontré ma compagne là-bas. Donc voilà, il y avait plein d'avantages. Donc déjà de base, j'avais pas c'était pas un mouvement naturel pour moi que de changer de métier.
et puis la cybersécurité. Enfin, moi, je voulais faire de la technique aussi. Même si on aime un peu l'informatique et qu'on est un peu geek, c'est une montagne finalement parce que il faut connaître plein de sujets. Alors certes, on se rend compte que on peut pas être spécialiste de tout évidemment, mais il faut connaître plein de choses. Et pour moi, j'avais l'impression que c'était une montagne complètement infranchissable. Et c'est pour ça que j'ai fait ça en amateur pendant plusieurs années, à m'auto-former finalement. Et donc ça, ça participait grandement à mes doutes. C'est-à-dire que voilà, je me sentais pas forcément capable de me lancer là-dedans. Et puis après, on se rend compte que la motivation, finalement, c'est un super moteur, que moi, ça m'a révélé des capacités de travail que je connaissais pas pendant la formation, ou que j'avais oublié peut-être. Et puis après, voilà, alors sur les doutes, voilà, c'est ça. Après, je peux parler de ce qui a dissipé un petit peu les doutes ou on regarde pour plus tard, comme tu veux. Mais enfin voilà, ça a été. Après, j'ai été beaucoup aidé aussi, beaucoup. Ma compagne m'a poussé aussi parce qu'elle voyait que j'avais envie, mais qu'il y a un truc qui me retenait, quoi. Après, il y a l'aspect financier aussi, bêtement. On se dit, si j'arrête de travailler, comment je vais faire? Si je passe 2 ans à faire des études, comment je vais faire? Voilà. Mais finalement, ça s'est fait. Et j'en suis très heureux. Je pense qu'il y a aussi beaucoup l'excuse du c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. Ouais, il n'y a jamais de bon moment. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a toujours une bonne excuse pour se dire que non, c'est pas le bon moment tout de suite, maintenant, etc. En plus, moi, j'ai pas d'enfant, je précise, donc c'était carrément facile sans enfant. Je pense qu'il y a vraiment le côté, moi je me suis dit, c'est pas le bon moment, il y a tout ce côté zone de confort, tout ce côté financier, d'installation, bien placé, commencer à être à l'aise, à être reconnu dans ce que je faisais pour la qualité de mon travail, etc. Et c'est revenir un petit peu tout en bas de l'échelle, enfin se dire je redeviens junior dans une nouvelle carrière, etc. Donc c'est recommencer à être junior, recommencer à devoir faire ses preuves, à devoir bosser les sujets, etc. Et ouais, le côté c'est pas le moment. Moi, je sais que j'ai eu très longtemps à me dire que j'allais pas me lancer, jusqu'à ce que je finisse par me lancer. Quand j'ai posé ma démission pour attaquer, donc de mon précédent poste dans le bâtiment pour attaquer la formation, du coup, j'apprends 2 jours plus tard que je suis enceinte. Donc on s'est dit c'est pas le moment. Et au final, on l'a fait quand même. Enfin, je l'ai fait quand même. Et pour le coup, il n'y a pas de bon moment. C'était la période du coup Covid, donc j'ai fait la formation enceinte en plein confinement, etc. Donc c'était pas le moment, mais ça apporte vraiment plein de choses. Et de toute façon, il n'y a vraiment pas de moment parfait. Il y aura toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Donc la conclusion, c'est que c'est un peu toujours le bon moment, ou au moins le moment, si c'est pas le bon. Voilà. Moi, en fait, dans ma famille, mon père a changé de métier radicalement plusieurs fois dans sa vie. On parle du père. Non, mais c'est pour dire que c'était pas une peur de se dire c'est impossible parce qu'il est passé de tout au tout plusieurs fois, qui n'a rien à voir. Après la question financière, clairement, si on reprend un an d'études, déjà il faut payer ses études et en plus on n'est pas payé pendant ce temps-là, donc pour arriver à gérer ça. J'avais essayé de faire un CIF, un congé individuel de formation, un dossier qui a été refusé. Comme toujours en fait au début en tout cas. Et la question se pose, est-ce qu'on attend plusieurs années jusqu'à ce que ça marche ou est-ce qu'on se dit spoiler, c'était pas la peine, c'était la fois où on a été, c'était la dernière année, après ça n'existait pas. Ouais, on a bien fait. Mais bon, moi j'en étais à un moment où j'avais déjà fait mon choix. Voilà, soit je continuais dans mon domaine et je me disais ok, je vais rentrer dans une grande boîte, je vais avoir plein d'avantages, je vais être bien payé, tout ça. Mais est-ce que dans 20 ans, je voyais les gens en réunion et je me disais, je veux pas être, même s'ils sont très bien payés, tout ça, j'ai pas envie d'être eux dans 20 ans. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, j'avais déjà choisi, je m'étais dit, c'est bon, il faut changer maintenant, c'est quoi la manière de le faire. Et t'as compris, j'ai un esprit assez offensif et je voulais faire du pentest. Et je pense que c'est un des trucs les plus durs à faire en reconversion ou en jeune diplômé, quoi, parce que on demande toujours un peu d'expérience et forcément on l'a pas. Et donc voilà. Moi ma question ça a été est-ce que je vais arriver
à pouvoir rentrer dans un poste de pentester suite à juste entre guillemets un an de reconversion. Ouais, moi je m'étais déjà un peu formaté dans ma tête à me dire tu feras peut-être pas ça de suite. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé, j'ai pas fait ça de suite, ça a pris 1 ou 2 ans, mais j'ai été dans le milieu de l'informatique, j'étais même d'ailleurs dans le même groupe qu'aujourd'hui, faire plutôt du DevOps sur des environnements on-prem et cloud. Donc j'ai appris beaucoup de choses, mais effectivement c'est pas venu de suite non plus quoi. Mais bon, pas grave. Moi, c'est plus sur la partie, comme j'ai appris en autodidacte, ce qui m'a mis des doutes, c'est la partie diplôme. Donc, pour passer des entretiens, on demande souvent des diplômes. Et donc, à la base, je pouvais pas du tout, enfin, même si je pensais avoir une base avec le bug bounty et tout ce que j'ai fait, je pouvais pas arriver devant une société et me présenter comme ça, quoi, sans diplôme. Donc, c'était vraiment le gros doute que j'ai eu. Donc, pour ça, je sais pas si on en parlera après des formations. Mais j'ai fait deux formations du coup pour arriver à avoir des diplômes qui m'ont pas vraiment servi. Ces formations, elles m'ont pas apporté beaucoup de compétences, mais elles m'ont servi à avoir un papier pour aller devant les sociétés et me présenter, quoi. Surtout en France, je pense que dans les grands groupes, ils ont quand même beaucoup la culture du petit bout de papier qui fait que. C'est ça. Même si aujourd'hui, moi je pondérerais ça. Je pondérerais ça un peu, en tout cas pour nous. Je suis bien placé pour en parler vu que j'ai participé à ton recrutement et sur des postes de pentester, on va dire, ou de toute façon des vieux pentesters diplômés, ça peut pas exister parce qu'il n'y avait pas de formation. À mon époque, ça n'existait pas. Donc, pour être transparent, quand j'ai vu ton CV, j'ai vu ta formation, mais j'ai surtout vu que ça parlait de bug bounty, de rootme, de trucs comme ça, et c'est ça qui m'a intéressé. Donc sur des postes vraiment très techniques offensifs de pentester, je pense que, pour moi, et je pense pas être le seul, ça a plus d'importance ce qu'on fait à côté, de faire du bug bounty, de faire des challenges, de faire du CTF, tout ça, de publier des outils, de faire des trucs comme ça, plutôt que le diplôme lui-même. Même si c'est rassurant d'avoir un diplôme, et moi le premier, j'ai passé un diplôme aussi. Ouais. Après, je pense que ça dépend des sociétés. Les plus grosses sociétés. T'as peut-être un premier filtre tu parleras jamais au recruteur pentester si t'as pas un minimum de diplôme, mais une fois que t'as passé cette étape-là, le diplôme lui-même a pas forcément. Oui, après, je me suis heurtée beaucoup justement à soit pas d'entretien ou des entretiens avec un salaire vraiment très très bas, même sur les mêmes postes, sur postes équivalents, juste parce que j'avais pas ce fameux diplôme, donc aux grilles salariales, etc. Et sur des grands groupes, j'ai été heurtée à pas mal de reprises quand même au côté, non, on peut pas aller. Même si vous allez faire la même chose que l'autre personne à côté qui a son diplôme, vous ne serez pas payé pareil, etc. parce que vous n'avez pas le diplôme. Sur les grands groupes, vraiment, c'est vraiment assez, c'est assez crispant d'attendre ce bout de papier. Ouais, c'est une réalité un peu plus française. Malheureusement, vous avez des barrières à l'entrée qui sont un peu plus difficiles qu'on a ici au Québec ou en Amérique du Nord en général. Justement, ça tend à changer par ailleurs. On demande de plus en plus de diplômes ici puisque ça se professionnalise. Comme vous le voyez, maintenant, il y a des diplômes qui sont disponibles. Mais par ailleurs, pour avoir visité plusieurs écoles d'ingénierie en France, le diplôme ne garantit pas la capacité de la personne qui sort à faire un travail qui est décent. Et la culture hacker, la vieille culture dans laquelle vous avez un peu émané de cette idée-là, ne peut pas se faire sur les bancs d'école, elle se fait ailleurs. Puis vous êtes 4 exemples de ça, puisque vous avez évolué et votre passion c'est apparu de d'autres façons. Par rapport à ça, puis là, j'ai trouvé ça intéressant parce que le point est revenu à plusieurs points. Vous avez été supporté dans votre démarche, vous avez accédé à la communauté, vous avez des aspects comme ça qui ont été des facilitants. J'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que c'est souvent des points qui sont, je pense, décisifs pour bien des gens. Le support de la communauté, le support de la famille, le support de l'entourage et ce qui va faciliter la bascule vers leur convention. Fait que j'aimerais ça vous entendre davantage sur ça. Ouais. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, ma compagne m'a beaucoup soutenu. Elle voyait que quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc elle a su avant moi que c'était indispensable que je le fasse. Donc elle m'a poussé. Et j'en profite pour la remercier publiquement devant le monde entier. Et ensuite, quand j'ai juste avant
de trouver ma formation comme Antoine. J'ai essayé d'avoir un financement via une aide publique, bon, que je n'ai pas eu, mais ça aura au moins eu le mérite de me mettre un peu dans un cadre pour chercher une formation. Et même si j'ai pas eu besoin de bilan de compétences ou quoi, je savais ce que je voulais faire. Néanmoins, j'ai quand même rencontré des gens, des professionnels de la cybersécurité. J'ai demandé à tous les gens qui avaient autour de moi s'ils connaissaient des gens qui bossaient là-dedans. Et de proche en proche, j'ai rencontré 5-6 personnes. Je les ai invités à manger un soir au restaurant pour qu'ils me parlent de leur métier, quoi. Donc j'ai eu un peu de tout. J'ai eu des pentesters, j'ai eu des gens plus développeurs, moins dans la sécu, plus développeurs. J'ai eu des profils de gouvernance aussi, voilà. Alors encore une fois, je savais à peu près ce que je voulais faire quand même, mais voilà, de recueillir comme ça le quotidien de professionnels, c'était hyper intéressant. Et puis ça m'a permis d'alimenter ce dossier qui a échoué pour avoir cette aide, mais bon, ça a surtout alimenté mon envie d'aller au bout, quoi. Donc tous ces gens, ils m'ont clairement aidé. Et après, une autre personne qui m'a beaucoup aidé, c'est le responsable de la formation que j'ai faite, qui est une formation à Toulouse qui s'appelle Telesec, qui est que Antoine a suivi aussi. C'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés à la rentrée 2018. C'est une école, je dis un mot sur la formation, un peu de pub quand même vite fait. C'est une école qui est portée c'est une formation qui est portée par 3 écoles d'ingénieurs toulousaines, donc l'ENSET, l'INSA et l'ENAC, l'école de l'aviation civile, et qui est proposée en dernière année d'école d'ingénieur comme spécialisation ou en master spécialisé, c'est-à-dire pour des gens qui ont déjà un diplôme et qui veulent un diplôme d'ingénieur et qui veulent se spécialiser, que ça soit immédiatement en sortie d'école ou 15 ans après comme moi. Donc moi je suis passé, ma candidature s'est faite sur dossier. J'avais rien dans mon dossier pour l'informatique à part passionné par l'informatique, administre ses propres serveurs et 3000 points sur Routme à l'époque. Et puis j'ai pris contact avec le responsable de la formation de l'époque qui s'appelle Carlos, qui est un ponte de la cryptographie en France. Et voilà, on a discuté. Il m'a évalué à sa façon. Je pense qu'il a évalué ma motivation. Et puis je sais qu'il m'a énormément soutenu au jury d'admission parce que c'était pas gagné apparemment. Je n'en veux pas au jury. Mon dossier était vide. Et donc c'est grâce à lui que j'ai pu faire la formation, où ça s'est très bien passé, et qu'aujourd'hui je fais ce métier. Donc ce gars-là, il a quand même changé ma vie en vrai, quoi. Voilà. Et voilà, sur les gens qui m'ont aidé, c'est pas mal. Moi, j'ai été bien aidé, ouais. Pour la petite histoire, c'est marrant parce que du coup, cette formation, donc on l'a fait ensemble, c'est à l'ENSET. Et moi, de base, je suis ingénieur télécom réseau de l'ENSET. Je suis revenu dans la même école 10 ans après, faire la même 3e année que j'aurais pu faire à l'époque s'il y avait eu la filière sécurité informatique, quoi. Et donc voilà, j'ai fait 2 fois la même école à 10 ans d'intervalle. C'était assez marrant. J'ai eu des profs que j'ai revus. Et sur l'aspect soutien, je suis d'accord avec toi. C'est un peu la même histoire avec ma femme et le soutien. Elle aussi a fait des reconversions dans son histoire. Presque en même temps, on en a fait chacun une. Donc elle m'a sur le dossier du CIF, pareil, elle m'a aidé, voire même elle a pris les contacts à ma place pour aller rencontrer des professionnels et monter le dossier, quoi, faire des interviews et tout. Et je pense que oui, ça a aidé à prendre confiance en soi et le fait que ok, ça va le faire de tenir un an et de changer, quoi. Alors moi, pour le coup, mon compagnon m'a aussi pas mal aidé, du coup, parce que lui, il bosse dans l'informatique depuis longtemps, donc j'étais baignée là-dedans depuis longtemps. Ses collègues avec qui je m'entendais vachement bien, etc., dont beaucoup certains qui étaient spécialistes de la cyber. Et pour le coup, ils m'ont vraiment fait rentrer dans l'écosystème parisien où, encore une fois, débarquer la nuit du hack, je suis dû faire la 2016, quelque chose comme ça. Et moi qui connaissais pas du tout le secteur, débarquer là-bas, donc beaucoup de suites à capuche, autour d'une bière,
L'informatique, c'était pas trop mon truc. J'étais plus juste pour la bière, en fait. Donc, voilà. Et finalement, découvrir toute cette ambiance-là, c'est vraiment le côté hyper cool de tous ces événements. Et pareil, sur les réseaux, pouvoir accéder à des communautés qui, mine de rien, hyper ouvertes d'esprit et hyper dans le partage. Enfin, l'idée, c'est pas d'en faire un sérail, justement, mais tout le monde est bienvenu. Ok, si t'as envie, c'est ok. Et il y aura toujours quelqu'un pour échanger. Ça, je trouve ça super chouette sur beaucoup de forums, sur les sites de challenge, les Discord, etc. Enfin, pouvoir discuter là-dessus. Les événements. J'ai eu la chance à l'époque de bénéficier. Alors, je suis une femme dans la cyber, donc avant j'étais une femme dans le bâtiment et j'étais une femme dans la mécanique. Autant dire, j'ai souvent été un petit peu en marge, on va dire, et j'ai pu bénéficier d'un bootcamp du coup pris en charge par un partenariat avec le CF6 sur la région parisienne, sur la formation d'analyste en cybersécurité. Donc, c'était une formation prise en charge pour les femmes, du coup, pour les intégrer dans les milieux de la cybersécurité. Donc, je remercie cet organisme-là parce que c'est un petit peu, même si j'avais déjà les compétences et je trouve pas que la formation m'a apporté beaucoup, mais c'est un peu comme tout. C'est vraiment la technique du pied dans la porte, à se dire, maintenant, sur mon CV, je peux dire que j'ai un bout de papier qui fait formation et qui fait choix, qui m'a permis du coup de rentrer. Donc j'ai eu pas mal d'organisations de ce genre et ouais, tous les milieux de la communauté, les soutiens des proches forcément. Et c'est vrai que c'est hyper important et je trouve que c'est quand même une communauté cyber qui est vraiment voilà, c'est à la fois hyper sérieux parce que encore une fois, maintenant je fais de la gouvernance, donc je me suis retrouvée un petit peu par hasard, je n'ai pas prédestiné à ça, mais c'est vrai que c'est à la fois venez comme vous êtes, en gros, mais on est quand même sérieux, mais c'est fun, c'est drôle. Voilà, on est sérieux sans trop se prendre au sérieux. Donc, ça donne des activités assez chouettes dans ces communautés-là. Et c'est vrai que si vraiment il y a de la motivation, si on a envie, je pense qu'il y aura toujours la possibilité de trouver du monde pour échanger parce que c'est assez récent, parce que c'est aussi, mine de rien, beaucoup de reconversions. Les anciens que je connais en cyber, ils n'ont pas fait ça à la base parce que ça n'existait pas. Donc, on en connaît beaucoup, vous avez fait de l'informatique, mais c'est pas comme si la cybersécurité, au sens où on l'entend aujourd'hui, elle existait, mais c'était implicite, en fait. On pouvait très bien ne jamais en avoir fait, en gros. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de profils, déjà, où ça va vite, où il y a juste beaucoup de curiosité. Donc, voilà, ça donne pas mal de possibilités pour avoir des contacts, du soutien et ouais, c'est une communauté plutôt chouette, moi, je trouve, côté cyber. Oui, il y a pas mal d'événements, en fait. Ouais. Ça me fait penser, du coup, moi, quand j'ai commencé à vraiment rencontrer des gens, préparer mon arrivée dans la formation et tout, je suis allé, par exemple, à une convention qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Toulouse Hacking Convention, ou THCon, ou THC, pour plus foufou. Et c'est là que j'ai rencontré que c'est une formation, c'est une conférence qui est créée à la base par les élèves de TLS-SEC, donc la formation que je n'avais pas encore faite. Et donc j'ai pu rencontrer cette occasion. Je me rappelle, j'avais pris la dernière place de l'édition 2018, je crois. Sur peut-être un signe. Et voilà, je me suis pointé là, je connaissais personne, et puis je commençais à discuter avec plein de gens, et puis au final, j'ai rencontré ce fameux Carlos pour la première fois. Après, il a avoir échangé des mails avec lui quand même. Et donc, je pense que ça a joué dans la balance aussi. Et puis, j'ai rencontré des élèves, je leur ai posé des questions. J'ai rencontré d'autres profs aussi, et puis les gens que je croise maintenant au BRCQ, encore un BRCQ à Toulouse. Un autre événement qui permet de créer cette émulation là aussi dont Charlotte parlait, quoi. Donc je remercie tous ces gens aussi. De mon côté, ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai commencé ma reconversion en fait juste après avoir donc démissionné, et je suis parti directement, donc j'ai changé de région, donc j'avais plus les amis proches que je pouvais voir tous les week-ends ou des choses comme ça, donc je suis parti sur Toulouse du coup. Et donc en arrivant, en fait, c'était juste avant la période du Covid. Donc j'ai commencé ma première formation, ça devait être 3 semaines avant les premiers confinements.
Donc elle s'est terminée à moitié, elle n'a pas été validée jusqu'au bout en fait. J'ai fait le cursus, mais j'ai pas fait la fin quoi qui valide. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait une deuxième formation après. Mais entre-temps il s'est passé à peu près 1 an. Donc c'était 1 an sans être payé, 1 an confiné quoi, dans une nouvelle ville et tout. Donc ça a été très dur et garder la motivation aussi c'était compliqué. Donc pour ça, enfin j'ai discuté, j'avais mon cousin et mon frère qui avaient fait des écoles d'ingénieur en informatique. Donc ils m'ont bien guidé pendant cette année quoi. Et du coup au final donc j'ai fait la dernière formation. Donc il y avait plus de formation cybersécurité, donc j'ai fait une formation admin 6, administrateur système et réseau. Donc sur 3 mois. Et donc cette formation, elle m'a permis d'avoir le papier, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas ce qui m'a permis d'avoir les compétences. Donc niveau soutien, oui, j'ai eu ma famille et surtout mon frère et mon cousin qui ont fait de l'informatique avant moi, quoi, principalement. Mais c'est important ce degré-là et je suis content de voir que, encore content, c'est un bien grand mot, que le chemin que vous avez suivi est sensiblement le même chemin qu'est suivi que les anciens ont suivi aussi. C'est exactement la communauté, les gens, les appuis, les chemins non traditionnels. Donc, on est encore avec beaucoup de profils non traditionnels en cyber, ce que je trouve qui est une bonne chose en soi. Ça change énormément les choses. Vous avez été beaucoup dans la zone du COVID, vous avez fait référence à des événements locaux par rapport à ce genre de choses-là. Parce que puis dans votre position, c'est d'autant plus important ces événements locaux-là. Comment ça l'a influencé, disons, la COVID? Parce que justement, Marianne, tu le mentionnes, tu es arrivé en plein dedans, là, ça t'a frappé de plein fouet. Ça a dû vous toucher tous un peu, à plus ou moins, parce que vous avez tous été convertis relativement un peu avant COVID ou pendant COVID. Comment ça l'a joué pour vous avantager et vous désavantager aussi, parce qu'il y a des éléments comme ça, plus l'aspect communautaire qui nécessairement s'en est trouvé affaibli durant la COVID? Alors moi, j'ai eu la chance, ma formation s'est terminée juste avant le confinement. C'est juste mon stage, la formation dont je parlais tout à l'heure, à Telesec, elle dure, pour moi, elle a duré 2 ans, elle s'est étalée sur 2 ans, mais c'est maintenant condensé. Et la deuxième année, pendant les 6 derniers mois, on est censé faire un stage en entreprise qui, pour moi, a duré 4 mois au lieu de 6. Bon, franchement, moi, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Et après, le confinement, finalement, il est arrivé à un moment où j'avais besoin de me retrouver seul dans une grotte à travailler. Donc, finalement, ça m'a pas vraiment impacté personnellement. Voilà. Et avant ça, je faisais pas du tout de télétravail dans mon ancienne vie. Après, il y a eu formation, confinement. Donc, pour ma formation et confinement, c'est un peu pareil parce que j'ai passé 2 ans confiné en fait à travailler beaucoup parce que moi, contrairement à Florian, la formation elle m'a amené beaucoup de compétences, même si je partais pas de zéro. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup travaillé pendant 2 ans pour me mettre à niveau parce que j'en avais besoin. Et du coup, j'ai été confiné pendant 2 ans en fait. Donc et après, je suis passé sur un nouveau métier où il y avait beaucoup de télétravail. Donc, bon, moi, je considère que ça va finalement pour moi. Ça a été presque facile. Ouais, c'est pareil, on avait déjà un peu de... Enfin, moi, je travaillais depuis 1 an, du coup, on avait déjà pas mal de culture du télétravail. Enfin, on avait tout de près. Donc, voilà, je me suis retrouvé chez moi au lieu du bureau, mais ça changeait rien. C'était pas un mauvais souvenir non plus. En plus, le CTF du NorthSec a été online cette année-là et c'est la seule fois où je l'ai fait et c'était génial. Vivement le prochain. On a fait une nuit blanche. Hein. Oui, mais bon, voilà, un IPv6. Une nuit blanche en IPv6. Donc pour le coup, du coup, j'ai attaqué ma formation, je crois que c'était en mars 2019, alors j'ai eu la chance que c'était une formation très courte sur 3 mois. Donc il y avait normalement un stage de 3 mois prévu. Est arrivé la Covid et qu'on sort les confinements et je suis sortie de formation. Du coup, j'étais à 6 mois de grossesse. Donc je me suis dit, je vais pas tenter le stage, le diable et qu'on sort. Donc j'ai fait mon confinement, mon Covid, du coup en congé maternité
un petit peu avant l'heure. J'ai pu sortir de congé maternité, trouver mon premier poste, donc l'un dans l'autre. C'était très flippant sur le coup, mais l'un dans l'autre, ça s'est plutôt très bien goupillé. Voilà. Ouais. Je trouve ça très intéressant tout ça. D'ailleurs, là, j'ai voulu le mentionner précédemment, le hack, parce que je suis allé pour la première fois cette année. J'ai trouvé ça un environnement très favorable à l'immersion dans le domaine, cette ouverture, cet élément-là. Pour moi, c'est une nouveauté. Et le Wargame, je crois qu'appelle au lieu du CTF, parce que c'est pas exactement le même objectif, est très intéressant puisque c'est tous individuels, mais c'est tous collectifs en même temps. Donc, il n'y a pas de compétition, on pourrait dire, comme là, tu mentionnais, Antoine, le NORDSEC, où il y a une compétition forte. Dans le cas le hack, il n'y a pas la nuit du hack pour les plus vieux. Il n'y a pas ce degré de compétition-là. Donc, c'est beaucoup plus bon enfant comme approche. Donc, ça permet justement cet élément-là. C'est super intéressant. Vous arrivez de domaines autres. Ces compétences-là que vous aviez dans votre autre métier, puisque vous avez tous quand même relativement prospéré dans ces vies antérieures-là, mais vous avez lâché ces métiers-là parce que pour vous, l'avancement qui était prévu ne vous intéressait pas. Donc, comment ces expériences passées-là vous aident maintenant dans votre métier de cyber? Ouais, alors donc moi je suis l'acousticien pour mémoire. En fait, moi j'étais dans un bureau d'études de conseil en fait, comme aujourd'hui. Donc la posture d'ingénieur conseil, de consultant, c'est la même. C'est juste le monde technique qui change quoi. Donc clairement ça m'a aidé. Voilà. Après les compétences un peu basiques d'un ingénieur conseil, créer des rapports, voilà. Bon, c'est juste qu'on change de secteur d'activité, mais tout ça, ça reste à peu près pareil. L'avant-vente aussi, peut-être. L'avant-vente, oui. C'est le goût de comprendre le problème d'un potentiel client, de lui faire l'offre la plus adaptée et puis de résoudre son problème. Voilà, donc ça, la posture était facile et puis dans l'acoustique dans le monde du bâtiment, c'est un petit peu le vilain petit canard, c'est-à-dire que c'est des coûts qui sont pas prévus, c'est pour l'amélioration, les gens, tu rigoles peut-être, tu vois où je veux en venir, mais c'est le truc où les gens veulent pas payer, mais qui est finalement cité comme la nuisance la plus importante. Et donc, si on fait le parallèle avec la cybersécurité dans l'informatique, ça ressemble vachement, quoi, finalement. Donc, il faut, quand on est en réunion, il faut savoir défendre cette perception, faut être convaincant. Et ça, je l'avais transposé, mais en tout cas, j'avais l'habitude. Je sais pas si j'ai la compétence de bien le faire, mais en tout cas, j'avais l'habitude. Voilà. Moi, du coup, je crois que je me resserre d'un petit peu toutes mes expériences. Donc, j'ai fait quand même un certain nombre d'années dans le BTP par opportunité aussi à l'époque. Mais j'ai quand même, à la base, j'ai fait une alternance en tant qu'électricienne automaticienne industrielle. Donc, j'ai fait beaucoup d'installations de lignes de production dans des grosses industries, etc. Donc, aujourd'hui, sur le côté gouvernance, quand je vais faire du conseil, de l'audit sur des sociétés qui ont de l'industrie, qui ont de l'outil, qui ont des choses connectées, ça me parle puisque il y a de ça 10 ans, on parlait même pas d'outils connectés, les lignes de production, c'était vraiment du fil, des câbles et les automaticiens qui venaient sur chaque chantier pour aller faire leur petit graph-set et leur mise en prod de la ligne de production. Donc ça a pris très vite de l'ampleur avec l'interconnexion de tous ces réseaux-là et la conscience du coup d'un monde assez vétuste par rapport à ce qu'on peut voir quand on oppose un petit peu l'IT et l'OT. Donc ça, je m'en sers beaucoup parce qu'au final, encore une fois, une ligne de production, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça c'est fabriqué, je connais les coûts d'immobilisation, je sais quand ça tombe en panne, à cause de quoi, etc. Donc voilà, j'ai tout ce diagnostic-là. Et ensuite, mon expérience dans le bâtiment, pour le coup, m'a permis d'obtenir mon premier emploi en cyber. Puisque l'entreprise où j'étais quand je suis arrivée en cyber fait encore du coup des radiateurs et des chaudières ordinateurs. Donc ils avaient à la fois un pied dans le bâtiment et un pied dans l'informatique.
tant mieux, j'arrivais du bâtiment, je voulais faire de l'informatique, donc ça m'a vraiment servi. Ça me sert encore quand pareil, je fais des audits. Bon, un audit sur de la sécurité physique, ça me parle un petit peu parce que je sais sur les réseaux de surveillance, sur les portes, murs, coupe-feu, enfin des choses très pratico-pratiques au final. Et dans le bâtiment, j'ai fait énormément aussi de management, donc après que ce soit gérer un chantier, une construction d'un bâtiment ou une construction d'un SI, en soi, même s'il n'y a pas l'expertise technique, il y a tout l'encadrement de ce qu'est un budget, de à qui il faut s'adresser, de comment il faut commander, enfin vraiment toute la chefferie de projet autour de tout ça, qui me sert encore aujourd'hui tous les jours et qui permet aussi de s'adresser à la fois, on le fait beaucoup en conseil, hein, on doit parler à des directions, on doit parler à des clients, on doit parler à des métiers, on doit parler à des collègues, etc. Et c'était le poste que j'avais sur le bâtiment, donc au final ça se recalque pareil, donc voilà, ça m'apporte tous les jours sur les précédentes expériences et je pense qu'il y a à tirer de tout, quoi. Moi j'identifierais deux trucs. Sur la première moitié de ma vie d'avant, où je faisais des tests d'intégration sur des systèmes embarqués, en fait, le but c'était pas des tests de sécurité, mais c'était tester si la fonction ou l'équipement il réagissait bien à des cas tordus quelque part, voilà, ou qui n'auraient pas été imaginés par les designers ou par les implémenteurs, etc. Donc, et cette méthode de réflexion un peu, d'essayer de trouver les cas tordus, pour moi, c'est la même qu'on applique en pentest, essayer de mettre ensemble des choses qui normalement n'ont rien à voir, ou essayer de tordre les morceaux pour leur faire autre chose. Voilà, ça me plaisait. Je pense que j'ai bien appris et je l'applique encore aujourd'hui. Et sur la deuxième partie de ma vie d'avant, où je faisais des analyses d'incidents en compagnie, là, on écrivait des rapports en fait pour les compagnies quand il y avait un incident ou un accident, à partir des boîtes noires en gros. Et là, il faut être très précis dans son rapport. Voilà, il faut être extrêmement factuel. On dit pas le pilote a pas fait ce qu'il faut. On dit le pilote a fait ça et la procédure elle dit ça. Voilà, il faut être très très mesuré dans la manière dont on présente les choses. Et on retrouve un peu ça quand on fait des restitutions. Voilà, on va pas dire que c'est la faute des admin 6 ou que les développeurs ont fait un truc mauvais. Il faut arriver à le dire de manière, il faut dire de manière factuelle la situation, les préconisations et ne pas accabler. Voilà. Il y a un peu ça qui, moi je trouve, m'aide un peu dans ma rédaction aujourd'hui. Si je devais ajouter quelque chose que m'a apporté mon expérience pro, c'est la prise de recul. Avec l'expérience, avec les années, en fait, l'expérience de l'entreprise, ces choses-là, la gestion avec des réunions avec les clients, ça m'a permis de prendre vachement de recul. Donc, de pouvoir réfléchir posément et je le vois avec les nouveaux qui arrivent, on sent qu'il manque quelque chose, quoi. Ils foncent directement dans le sujet sans prendre de recul et sans réfléchir à la globalité du problème. Donc ça, c'est quelque chose qui vient aussi de ma formation d'ingénieur, donc du diplôme d'ingénieur, et je me base beaucoup là-dessus, ouais, tous les jours. C'est très réjouissant de vous entendre parler de votre passage, parce qu'il y a encore cette énergie-là, ce plaisir, cette flamme-là qu'on retrouvait dans l'ancien monde avec mes cheveux blancs. Je viens des vieux du domaine qui ont participé à forger ce que le domaine est rendu maintenant. Et de voir que cette flamme-là est encore présente, vous êtes encore dans le même univers que ça a été, que la passion, là, chercher à trouver comment améliorer, trouver tous ces éléments-là, la communauté. Moi, ça me réjouit énormément. Je vous remercie énormément de ce partage-là, de ces éléments-là. J'espère que ça va inspirer d'autres personnes à faire cette réflexion-là, à venir mettre un orteil dans la communauté, voir qu'est-ce qu'on a à partager, qu'est-ce qu'on a à offrir. Il y a plusieurs beaux événements, notamment en France. On a parlé le hack notamment. Il y en a plusieurs autres. Il y a la même chose au Québec. On a des communautés aussi tout à fait aussi vivantes. Donc, on a cet espace-là à grandir. Puis je vous remercie énormément pour ce partage-là. Puis c'était très, 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 pour moi, très enrichissant d'avoir votre parcours. Puis je reviens très réjouissant de voir tout ça.
Et si je peux aussi dire quelque chose, franchement, il y a vraiment de la place pour tout type de profil en cyber. Il y a encore des pénuries de talents, il y a encore beaucoup de demandes, etc. Il y a pas que le technique, il y a pas que la gouv, il y a vraiment tout plein de postes différents, tout plein d'applications. Donc, faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil sur ce qui se fait en effet. Mais c'est super riche et assez vaste pour pas avoir pensé forcément à l'application qui peut être pour un profil. Donc, ne pas hésiter à aller voir ce qui se fait dans la cyber. Je rajouterai un autre truc vite fait. En fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais t'as du courage de reprendre tes études et tout. Ah oui. Et franchement, c'est la meilleure année de ma vie, je crois. Enfin, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit quand on refait un an d'études 10 ans après, qu'en plus on s'est payé. Je pense que, enfin, j'ai beaucoup plus travaillé que dans ma formation initiale, hein, clairement. Et quand on a 20 ans ou quand on en a 30 ou 35, on n'est pas dans le même état d'esprit. Et enfin, il faut pas du tout avoir peur de reprendre des études. Si c'est vraiment le sujet qu'on a envie, Si on est motivé, en tout cas, ça passe tout seul, quoi. si on est motivé, il faut bien être conscient que normalement, on a, comme je disais tout à l'heure, les capacités de travail, elles sont. De toute façon, on apprend constamment. Hein. C'est pas que via les études, mais il faut apprendre tous les jours. Donc, Et puis pour rassurer un petit peu aussi les gens qui se posent des questions, cette motivation-là, s'ils l'ont, c'est aussi un avantage face aux recruteurs. Les recruteurs, je pense qu'ils aiment bien les gens motivés. Et donc, quelqu'un qui a déjà eu une vie professionnelle avant, qui est tombé amoureux d'un nouveau métier, il a fait, malgré toutes les embûches, qui est arrivé et qui est là devant lui, voilà, il n'est pas là par défaut. je pense qu'il y a un avantage quand même. Et voilà, c'est rassurant, je pense, pour les gens qui veulent se lancer, quoi. Mais merci, c'est un excellent mot de la fin pour conclure le tout. Merci énormément. Merci. Merci, oui.